Quel ordre de bourse privilégier en fonction du carnet d'ordre? Eh bien écoutez, c'est tout l'objet de cette vidéo éducative pour tous les débutants. Et puis on fera toutes les rubriques habituelles que vous connaissez, qui sont la macroéconomie, les crypto-monnaies, les indices, ainsi que les valeurs que vous m'avez proposées. On terminera avec l'indice des pépites et un nouveau plan de trading. Voilà, c'est tout l'objet de ce 28e épisode de l'Hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer et qui veulent surtout reprendre le contrôle. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est vraiment spécifique aux débutants et qui fait que vous avez un sentiment souvent de complot contre vous, etc. C'est le carnet d'ordre. Et le carnet d'ordre, c'est vraiment quelque chose d'assez simple à comprendre, mais faut-il qu'on vous l'explique? Et à partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez comprendre que les ordres qu'on va vouloir passer sur le marché sont différents en fonction des situations. On va tâcher de faire une présentation complète de qu'est-ce qu'un carnet d'ordre et les ordres de bourse, de telle manière à ce que vous compreniez l'imbrication qu'il y a entre les deux et qui fait que vous allez pouvoir décider mieux ce que vous avez à faire sur vos achats en bourse et aussi vos ventes sur les marchés financiers. Alors ça, ce sera le premier sujet de cette vidéo. Ensuite, on attaquera la macroéconomie où on verra que l'inflation elle est en train de s'effondrer. On va voir aussi que l'immobilier américain commence à avoir des petits soucis, mais enfin c'est pas non plus très important. On enchaînera avec les crypto-monnaies où je trouve que techniquement c'est quand même hyper propre et vous allez voir qu'on a un plan de trading sur l'Ethereum qui est exceptionnellement facile à lire. Et on continuera avec les indices qui sont bullish, hein. Il n'y a pas vraiment encore d'indication vraiment de retournement. Ça continue, nos scénarios sont en train de se mettre en place quasiment à la perfection. Et puis on attaquera à la partie qui vous concerne le plus, vos valeurs, les valeurs que vous m'avez données à étudier. On fera un tour aussi de l'indice des pépites. On terminera avec un plan de trading. En ce moment, ça marche bien. On n'a que des réussites sur ces plans de trading. Voilà tout l'objet de ce nouvel épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et on attaque tout de suite avec le carnet d'ordre et les ordres en bourse qui correspondent et qui permettent d'avoir une stratégie claire et précise sur comment passer des ordres sur le marché. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une métaphore pour comprendre, à vrai dire, comment on fonctionne dans un carnet d'ordre. Et à vrai dire, tout simplement, un carnet d'ordre, c'est comme si vous étiez au marché, mais vous n'êtes pas spécialement l'acheteur sur les étals divers et variés, c'est que vous êtes, je dirais, un marchand comme un autre, mais vous êtes à même d'acheter ou de vendre les produits du voisin et de lui acheter, de vendre, etc. Enfin bref, dans les deux sens. Vraiment, il faut que vous reteniez cette manière de voir les choses parce que c'est vraiment comme ça que ça se présente en termes de quantité, de prix. Voilà, il y a beaucoup de tomates, il y a peu de tomates, le prix bouge en fonction de la saisonnalité. Alors la bourse c'est un peu différent, mais ça bouge et vous avez des équilibres de prix qui se créent sur le marché qui font que l'action monte, baisse, etc. s'arrête à un niveau de prix et voilà. Donc ça c'est comme ça que ça se passe la bourse et ça se passe, je dirais, sur un marché classique de la même manière. Vous savez très bien, au début ils vendent cher et puis s'ils arrivent pas trop à vendre leur camelote, ils ont tendance à baisser le prix au fur et à mesure de la matinée et ou inversement, s'ils ont très bien vendu en début de matinée, ils ont tendance à monter les prix. Bref, en fonction de l'offre et de la demande, il se passe un équilibre de prix qui est assez évident en fonction des quantités. C'est exactement la même chose sur un carnet d'ordre. On va passer tout de suite, si vous voulez bien, sur un carnet d'ordre réel et on va prendre un. Alors vous avez vu que dans l'introduction, je vous ai fait voir un carnet d'ordre qui bougeait avec le graphe à côté qui bougeait. On va s'arrêter sur un carnet d'ordre fixe avec une image parce que il faut que je vous explique un petit peu ce qui se passe. Alors voici le carnet d'ordre de LVMH, hein. J'ai choisi la plus grosse valeur française évidemment et je suis à la clôture de ce vendredi et on a des informations assez intéressantes sur ce carnet d'ordre qui est l'extraction de ce que ProRealTime propose. Je l'ai moi personnellement en direct sur ProRealTime sur l'ensemble d'Euronext grâce à l'offre d'un broker dont je parlerai la fois prochaine dans une vidéo sur les brokers. Alors, on viendra dessus et que j'ai gratuitement entre nous aussi. Alors, si vous voulez bien, on va regarder rapidement, on va essayer de faire le tour des informations que vous avez. Vous avez, entre guillemets, 6 informations, mais à vrai dire, il y en a 2 fois 3 et on va vite les énumérer. La première chose, c'est que vous avez l'offre et la demande. Donc, en gros, ça, c'est les acheteurs qui sont à l'achat à 696,60 €, 695 et 60 centimes, 695 et 1 et 10 centimes, etc., 692, 691, etc. Et on descend comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est les acheteurs qui ont positionné des quantités d'actions dont ils sont acheteurs. C'est-à-dire que vous avez 12 actions qui veulent acheter à 696,60 et vous avez une dernière information à gauche ici, c'est le nombre d'ordres donnés à ça. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y a un ordre de 12 unités à 696,60
Alors c'est certainement des robots, hein, qu'on soit très clair. Et vous en avez aussi un de 2 unités. Alors c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et vous voyez qu'ici, il y en a 24 qui représentent 221 unités à 690 €. À vrai dire, ben voilà, c'est l'ensemble des marchands qui sont acheteurs de vos tomates à ce niveau de prix, à des niveaux de prix différents, à l'instant T. On va dire que c'est, alors là je suis à la clôture, mais on va dire que c'est à l'instant T, et ça bouge sans arrêt, puisque dès que vous rajoutez un ordre ou vous en enlevez un, ben ce carnet d'ordre va se régénérer de manière automatique. Et puis de l'autre côté, bah vous avez simplement les vendeurs, qui eux ne sont pas vendeurs à 696,6, mais à 700, 700,9, 703, 704, etc., avec des quantités aussi, et le nombre d'ordres qui sont passés, c'est-à-dire que sur le 700, il y a 223 unités proposées, avec trois intervenants différents qui ont posé un ordre sur le marché, à ce niveau-là. Ici, ces ordres-là sont des ordres à cours limité. Vous ne voyez que les cours limités, vous ne voyez pas les stop-loss, vous ne voyez... Il faut arrêter avec ça, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de trucs cachés, vous ne voyez pas les stop-loss, vous ne voyez pas les ordres divers et variés, vous ne voyez que les ordres posés sur le marché. On reparlera des ordres et des différents ordres juste après cette présentation du carnet d'ordre. Donc voilà aujourd'hui ce que vous avez. Alors vous avez souvent des informations supplémentaires, c'est la quantité totale d'offres et de demandes, hein, avec je dirais un truc assez intéressant, c'est le spread que vous avez ici qui est de 3,4. Alors qu'est-ce que c'est que le spread? C'est l'écart, je crois que c'est la traduction littérale du mot spread, je suis pas très fort en anglais. Et c'est tout simplement que entre le premier acheteur à 696,60 et le premier vendeur, il y a un trou entre les deux, un spread. Moi j'appelle ça un no man's land, il y a personne. On se regarde en chien de faïence si vous voulez. Et il y a 3,40 € d'écart entre le prix de l'offrant et du demandant. Voilà ce que vous pouvez retenir du carnet d'ordre, comment il se présente. Et il gigote, il continue continuellement à bouger. Donc ça c'est la première chose à retenir. Et vous avez juste à savoir que c'est des ordres qui ont été posés avec un prix déterminé, une quantité déterminée, par un opérateur, par des opérateurs, et quand vous voyez que ça bouge énormément sur les grosses valeurs, à vrai dire, ce sont des robots qui fonctionnent dessus. Maintenant, il n'y a toujours pas eu d'opération. C'est-à-dire que la cotation n'est ni 700 €, ni 696,6, c'est la dernière opération qui a été faite auparavant. Elle pourrait être de 500 €, et on pourrait réouvrir le marché à 700, ça arrive quand vous avez des gaps, c'est-à-dire des trous de cotation, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel équilibre qui se fait suite souvent à une news, bonne ou hélas mauvaise, et vous avez un nouvel équilibre qui se fait dans le carnet d'ordre le lendemain d'une mauvaise news, pendant la nuit, etc. À vrai dire, la cotation, le prix du marché, ce sera dès qu'il y aura une opération exécutée. Alors globalement, sur le cas que nous avons, on va dire c'est 696,60 ou 700, s'il y a un acheteur qui accepte d'acheter à 700 €, le cours de bourse devient 700. Dans la seconde qui suit, quelqu'un dit « Ah non, je suis vendeur, j'ai peur que ça baisse, je vais vendre à celui qui me propose 696,60 ». Vous allez redescendre tout de suite à 696,60 et vous aurez juste tapé dans les deux bornes du no man's land, du spread entre le premier acheteur et le premier vendeur. Et il s'est rien passé, à vrai dire. Alors ça va dépendre évidemment des quantités, parce que quand vous avez un ordre qui est supérieur aux quantités, ça va manger une partie du carnet d'ordre, ça va acheter toutes les quantités qui sont en dessous, mais on peut revenir dessus si vous voulez. Voilà, on revient sur notre cas. Imaginons que j'ai un vendeur qui décide de vendre 14 unités. Alors il vendra 12 unités à 696, mais immédiatement il vendra aussi à celui qui est acheteur de 2 unités à 695,60. Et il aura vendu ses 14 unités, mais pas exactement le prix de 696,60, mais la moyenne des deux prix. Voilà ce qu'il aura fait. À vrai dire, il peut se faire berner, parce que si vous regardez bien, le prix actuellement est à 699,2, il est dans le no man's land, mais il aurait pu parfaitement être affiché à l'instant où il passe l'ordre à 700 €. Et vous vous dites... Et ça, c'est la première astuce à entendre. Enfin, c'est pas une astuce, mais c'est pas du complot. Simplement, quand vous voyez un cours affiché à 700 € ou à 699,2 comme vous avez ici, et vous dites, ah bah je vends à 699,2, ça me plaît bien, et vous vendez. Bah, si vous vendez aux gens qui sont acheteurs, vous n'allez pas obtenir le prix affiché, vous allez obtenir le prix du carnet d'ordre. Et à vrai dire, vous allez voir que dans certains cas, c'est très 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 important. Bon, ici je dirais qu'on a clôturé généralement le no man's land sur
sur LVMH, c'est quelques dizaines de centimes, hein, donc ça a vraiment aucun intérêt. On achète immédiatement ou on vend, je dirais, immédiatement sans aucune difficulté. En tout cas, je parle pour les particuliers, évidemment que les gros, c'est très différent puisqu'ils ont un système d'achat et de vente qui est robotisé parce qu'ils peuvent pas passer des milliers de valeurs, des milliers de titres comme ça en claquant des doigts. Donc si vous comprenez bien, le prix qui est affiché de l'action, c'est le prix de la dernière opération réalisée. Et en aucun cas le prix que vous vendrez l'action le moment venu de la décision d'achat ou de vente. À vrai dire, c'est bien le carnet d'ordre qui détermine le prix que vous allez payer en fonction de qui vend des tomates à un certain prix et qui les achète à un autre prix. Et c'est en fonction de ça que vous allez vous retrouver avec un prix d'achat ou de vente qui n'est pas celui qui est affiché à l'instant où vous voyez ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est important, parce que quand vous êtes acheteur de petites valeurs qui sont pas du tout comme celle-ci que j'ai présentée qui était LVMH, on va aller voir dans des actions plus petites, les small cap, et j'en ai trouvé une qui était intéressante parce que le No Man's Land, il est gigantesque. Et cette valeur, elle s'appelle BD Multimédia. Alors vous irez vérifier ce week-end parce que, à vrai dire, j'ai pris le carnet d'ordre à la sortie, mais j'ai vérifié toute la journée, et c'est vraiment un carnet d'ordre avec un trou, un No Man's Land entre le premier acheteur et le premier vendeur qui est gigantesque. Donc voilà le carnet d'ordre que vous voyez. Donc c'est 1,38€ le premier acheteur avec 218 unités, et le premier vendeur est à 1,60€. Vous avez donc un écart de 22 centimes entre les deux. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui achète, allez, je vais dire n'importe quoi, une action immédiatement à 1,60€, le cours va afficher 1,60€. Et juste après, il y a un ordre passé d'une vente au premier acheteur à 1,38€. Vous aurez eu une variation de prix de 22 centimes qui représente 15-20% en termes de variation. Mais à vrai dire, il ne s'est rien passé en termes de bourse puisque tout simplement vous êtes dans le no man's land, vous tapez d'une borne à l'autre et il se passe strictement rien sur le marché. Vous voyez, la clôture de cette action a fini à plus 14,67 à 1,548€. Il devait y avoir un ordre, le dernier ordre qui a été passé à 1,548€. Et vous dites, moi je suis acheteur à 1,548€. Et à vrai dire, quand vous allez passer l'achat, vous allez avoir un achat à 1,60€. Il y a quand même 5 centimes d'écart, c'est énorme, ça représente 3 ou 4%. Et ça, c'est si vous avez bien, vous décidez d'acheter moins que 481 unités, parce que si vous décidez j'en achète 4800, vous allez tout vider jusqu'à ce que vous soyez servi totalement. Et en l'occurrence, 4800, ça vous donnerait toute la quantité ici, tout ici, et jusqu'à 1,74€, puisque là, il y a 5000 unités, et vous seriez servi sur l'ensemble de ces valeurs-là. Et vous auriez un prix moyen autour de 1,65, puisque ce serait entre 1,60 et 1,70 vos achats. Donc vous imaginez la gravité de ce que vous faites si vous ne prenez pas en compte le carnet d'ordre. Et c'est la même chose à la vente. Remarquez que vous voulez vendre 4800 unités à 1,38€, immédiatement vous êtes foutu, vous n'êtes pas assez servi, et le cours est bloqué. Et si vous faites pas attention, vous inquiétez pas, il y a des robots qui vous repèrent et qui vont ramasser la mise en vous achetant vos actions à prix très faible. Voilà pour un carnet d'ordre entre celui qui est très fourni d'une grosse valeur, la plus grosse française, et une des toutes plus petites qui existent. Donc à vrai dire, ce qu'il faut regarder, c'est bien comment est constitué ce carnet d'ordre. Regardez ce fameux No Man's Land, regardez aussi les quantités proposées, parce que si vous voulez vendre, parce que vous avez décrété que vous allez vendre et que vous n'êtes pas très patient, à vrai dire, il va falloir que vous passiez un ordre particulier qui s'appelle un ordre au marché et qui vous permettra de vendre immédiatement. Mais le No Man's Land, il faut le prendre en compte. Et vous n'allez pas vendre au prix affiché, mais bien au prix du premier acheteur, en l'occurrence. Ça va changer toutes les stratégies en fonction de typologie de valeur que vous avez. Je vous fais voir un deuxième exemple, c'est une valeur qui s'appelle Wedia et qui est vraiment très illiquide et qui a très peu de quantité dans le carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de tomates proposées sur le marché. Et j'ai envie de vous dire, il y a très peu d'acheteurs, il y a très peu de vendeurs. Alors au-delà, je dirais, du No Man's Land, encore une fois, qui est gigantesque, entre 21 et 27, c'est quand même pas la même chose, 21€, 27€ l'action, et vous avez très peu de quantité. Donc vous pouvez pas acheter des quantités importantes. Et surtout, le jour où vous voulez vendre, eh bien il faut de la répartie. Il faut que vous ayez quelqu'un en face qui soit acheteur. Parce que s'il n'y a pas d'acheteur, le prix va s'effondrer et vous ne serez pas exécuté. Donc ça c'est très important aussi. Et puis on va faire un dernier exemple. C'est un exemple qui me paraît important parce que je sais que les petits vous faites pas attention à ça. Mais il y a des sociétés, il y a des actions sur lesquelles il faut faire très attention. C'est les sociétés qui sont cotées au fixing. Alors voici une action qui est cotée au fixing. Donc vous avez un prix à 52 centimes proposé au 76. Je vous dis pas encore l'écart qui est gigantesque entre les deux. Elle s'appelle Weya, W-E-Y-A. Et cette action-là, à vrai dire, elle cote une fois ou deux fois dans la journée. Alors je ne connais plus les horaires exacts, mais ce n'est pas coté
en continu. Donc elles ont tout le code, normalement je crois que c'est comme ça, elles ont tout le code ML au début, ensuite le nom de la valeur, mais c'est ML pour marché libre, et vous vous retrouvez dans une situation où ces sociétés-là ont vraiment un carnet d'ordre extrêmement vide, et où vous avez la possibilité de vendre que le matin et l'après-midi, ou d'acheter le matin et l'après-midi. Donc les valeurs que vous avez côté au fixing sont vraiment des valeurs avec des graphes très expressifs, et je vais vous les présenter tout de suite. À vrai dire, ce qu'il faut faire, c'est, moi, c'est mon avis, hein, vous faites ce que vous voulez, mais faut pas acheter ces valeurs-là. Ces valeurs-là sont trop dangereuses, c'est vraiment fait pour les spécialistes, et il faut être plutôt dans un mode investissement, et il faut savoir que en mode panique, il n'y a pas d'acheteur. Hein. Il n'y a pas d'acheteur sur des valeurs fixing, hein, qu'on soit très clair. Donc à ce moment-là, il est quand même important de savoir qu'il faut acheter que des valeurs qui sont à la cotation continue, et en aucun cas donc au fixing. Alors comment on fait pour les repérer? C'est très simple, je vais vous faire voir deux graphes et vous allez comprendre tout de suite. Alors ne réglez pas votre téléphone, ne vous inquiétez pas, tout fonctionne bien. Vous avez ici la valeur WEA, la cotation de la valeur WEA, en journalier. C'est-à-dire que chaque bâton, quand on en a un, ici, c'est une journée de cotation. Et là, c'est tout simplement si vous avez je dirais une bougie comme ça, c'est que vous avez une cotation le matin, une cotation l'après-midi. Et tous les pointillés que vous voyez ici un peu partout, et tout simplement ce sont les jours où il y a eu juste une cotation, soit le matin, soit l'après-midi, et ça clôture comme ça. Donc ne vous faites pas berner, surtout quand vous passez sur de l'hebdomadaire, puisque ça va agglutiner des informations et vous allez peut-être croire que le dossier est intéressant. Voilà en hebdomadaire ce que ça donne, voilà en mensuel ce que ça donne, et vous avez l'impression que c'est peut-être un dossier, alors évidemment il baisse, mais voilà, ça peut être un dossier intéressant. À vrai dire, c'est complètement faux, c'est un dossier qui est coté au fixing. On retrouve le cas aussi de BD Multimédia que je vous avais cité, et vous avez l'impression là aussi que c'est un peu bizarre, et en même temps vous voyez qu'il n'y a pas de petits tirets, sauf quelques jours, quelques fois, mais globalement vous avez quand même une activité, vous dites oh c'est intéressant. À vrai dire, ce qui se passe c'est que vous avez très peu d'activité dans une journée de cotation, et vous le voyez aussi par rapport au volume d'affaires, puis avec des pics à un moment donné qui sont assez surprenants, mais à vrai dire vous avez rien du tout dans le carnet d'ordre. Nous sommes bien en cotation continue, mais il n'y a rien dans le carnet d'ordre. Rappelez-vous, l'écart, le no man's land qui existe, vous le voyez, il est quasiment continuel puisqu'on le voit tout le temps s'exécuter. J'ai un achat à bon prix ici, une vente à beaucoup plus cher, etc. Mais finalement ça baisse, etc. Mais ça c'est pas ce que je veux vous dire. C'est que vous allez me dire, ouais, mais Richard, j'ai un peu de mal à comprendre là, je trouve pas. À vrai dire, c'est très révélateur quand vous avez un dossier qui baisse et que vous voyez des bougies vertes. Ça, c'est révélateur. Ça, c'est vraiment une révélation. Il y a un vendeur tous les matins et un acheteur tous les soirs, quoi. Et à vrai dire, ça vous fait des bougies vertes partout, mais le dossier baisse. Ça, c'est la première chose qui doit vous alerter. Ce qui vous alerte aussi, c'est souvent les mèches, les mèches avec bougies. Je vais agrandir ici. Hop là. Vous voyez des mèches un peu partout, dans tous les sens. Ça, c'est révélateur que vous avez un carnet d'ordre qui est totalement vide. On est bien en journalier. Et pour repérer comme il faut, si vous voulez que c'est bien une valeur qui est cotée en continu, mais qui a un carnet d'ordre difficile, avec notamment ce fameux no man's land qui est très gênant, eh bien, faut aller sur une unité de temps inférieure, on va se mettre sur l'horaire, ça suffira largement. Donc là, les bougies sont horaires, c'est-à-dire que vous avez les cotations heure par heure. Et là, vous voyez beaucoup plus de tirets et quasiment pas de bougies bien constituées. À vrai dire, c'est à partir de ce moment-là que vous comprenez ce qu'il se passe. Eh bien, je vous annonce un truc très simple sur votre application ou avec laquelle vous suivez la bourse, etc. Si vous voulez savoir si vous n'avez pas accès au carnet d'ordre, parce que le carnet d'ordre, vous n'y avez pas accès, vous n'avez pas l'abonnement qu'il faut, vous êtes en gratuité, etc. Là, vous savez que globalement, le carnet d'ordre, il est soit vendeur autour d'1,55€, soit acheteur autour d'1,35€. Et il y a de grandes chances qu'entre les deux, ce soit le no man's land. Et vous le voyez ici, à chaque reprise, c'est l'écart qu'il y a souvent entre, je dirais, le haut et le bas. Ici, c'est pareil, c'est 1,57 et 1,72. Donc, il y a continuellement cette espèce de grand écart. Et rassurez-vous, il y a des petits malins avec des robots maintenant qui savent récupérer des mini-ventes de gens qui paniquent, qui partent ou qui déclenchent des stops, ce qui est la pire aberration qui soit sur ce sujet-là, avec, je dirais, et récupèrent des unités les unes après les autres et les revendent au niveau plus haut. L'écart est très important et ça fait gagner de l'argent à certains sur le sujet. Donc voilà comment repérer les valeurs, je dirais, avec des no man's land importants qui vous permettent de pas faire le bêtise, je dirais, importante sur le carnet d'ordre. Alors à vrai dire, quand vous regardez les bougies classiques sur LVMH, puisqu'on a pris l'exemple d'LVMH, à vrai dire,
derrière, vous n'avez pas ce problème-là, vous le voyez bien, puis vous pouvez creuser même jusqu'à 5 minutes, même à 1 minute, puis vous voyez que ça bouge, il y a de la quantité, il y a des opérations de fait. Donc à partir de ce moment-là, vous savez que le carnet d'ordre est bien fourni. Eh bien, vous avez tout l'intermédiaire entre ces deux extrêmes, dans laquelle il va falloir que vous disiez, je décide que... Et à vrai dire, sur une valeur qui est intermédiaire, qui est pas vraiment avec un grand no man's land, enfin vous n'avez pas le sentiment, sur 1 heure, faut creuser au quart d'heure, faut aller creuser dans les bougies 5 minutes, aller voir les écarts qu'il y a pour voir si le carnet d'ordre est rempli, et aussi un no man's land important, le fameux spread entre le premier acheteur et le premier vendeur. À partir du moment où vous avez compris cette notion de no man's land, de spread entre l'acheteur et le vendeur, vous avez la stratégie qui va décliner et qui va vous donner les ordres de bourse à passer en fonction de la stratégie que vous voulez. Alors moi je suis pas là pour juger si vous avez le droit ou pas le droit, ou s'il faut ou il faut pas acheter telle ou telle valeur, mais vous devinerez bien que nous ne sommes pas dans une stratégie qui va parler spécifiquement, en tout cas sur le carnet d'ordre, sur les grosses valeurs, puisque sur les grosses valeurs c'est un jeu qui est un peu différent, et j'ai envie de vous dire, faut même pas le faire, c'est sur les indices qu'il faudrait le faire. Il y a des gens qui savent très bien le faire, mais c'est pas l'objet de cette vidéo là. Ce qui est important, c'est comment bien acheter une valeur, une action qui a un spread important, qui a peu de quantité de valeur, et comment on peut se débrouiller pour quand même y accéder en acceptant la volatilité du prix. Vous avez vu que le no man's land provoque des variations de prix où finalement il ne se passe strictement rien sur le titre. Ça joue entre les deux. Allez, on va regarder ça de plus près et on va essayer de trouver une stratégie intelligente pour pouvoir faire ce que vous pouvez et en tout cas ne plus vous faire avoir. Et pour ça, il faut que vous compreniez ce que sont les ordres que l'on va passer. Si vous comprenez pas comment est constitué un ordre, alors il y a plein de sites qui vous le racontent, mais je vais vous l'expliquer dans cette vidéo-là, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller voir. Il y a 3 ordres importants, intéressants à connaître, de telle manière à ce que vous sachiez quelle stratégie avoir sur ces différentes typologies de valeurs. Le premier ordre qui est le plus connu, c'est l'ordre au marché. Alors il s'appelait avant l'ordre à tout prix, ATP. Donc souvent vous entendez dire les traders dire j'ai fait un ATP sur ceci, j'ai passé un ordre à tout prix sur une valeur. Et il s'est passé maintenant, ça s'appelle maintenant un ordre au marché. Très simplement, je trouve que l'expression n'est pas très bonne, puisque tout simplement quand vous faites un ordre à tout prix, un ordre au marché, c'est tout simplement vous dites je vends, et on va les vendre au premier acheteur dans le carnet d'ordre. Donc sur le LVMH, ce serait 696,6, comme vous avez vu tout à l'heure, en fonction de la quantité. Parce que si vous avez, je dirais, un acheteur, alors on va prendre un autre exemple plus simple, vous avez un acheteur de l'action à 10 € et vous lui vendez 10 €, et vous dites, ah bah ouais, mais finalement j'ai pas vendu exactement ça parce que j'ai vendu un peu moins cher. Parce que, à vrai dire, il faut regarder la quantité. Vous êtes vendeur de 500 unités sur le prix de 10 €, enfin sur le premier acheteur, et à vrai dire il a mis que 200 unités. Et il y a un acheteur en dessous à 9 € et qui lui a 1000 unités. Eh bien vous allez vendre au premier et au suivant, et ça va vous faire une moyenne, et ce sera le prix que vous aurez vendu, et vous serez déçu par rapport à ça. Alors je rappelle que le prix facial affiché de l'action, c'est l'ancienne opération, ça peut être celle qui était à 11 €. Hein, on est bien d'accord sur le sujet. Donc à partir de ce moment-là, l'ordre au marché, c'est à qui est sur le marché et qui est acheteur de tomates. Et vous lui vendez les tomates au prix qu'il a décidé. Et c'est lui qui décide du prix, c'est pas vous. Dans le cas d'un achat, c'est la même chose avec les vendeurs. Ils décident de vendre à 12 et 13 € les actions en question, avec, je dirais, une 200 unités d'un côté et puis 3000 de l'autre. Eh bien, vous avez 200 que vous allez acheter à 12 € et le reste à 13 €. Alors que le prix affiché peut-être était de 11,50 € avant. Voilà pour le premier ordre, donc c'est vraiment vous achetez ce qui est présent dans le carnet d'ordre. En gros, les étals se proposent à vous et vous allez faire en fonction sans négocier les prix. Le deuxième ordre de bourse, qui est l'un des plus importants, qui va être très utile dans cette stratégie, c'est l'ordre limité. Donc l'ordre limité, tout simplement, vous allez vous décider du prix que vous voulez acheter. Et vous allez le positionner dans le carnet d'ordre. Alors il y a des petits malins qui jouent à le positionner dans le carnet d'ordre juste au-dessus du premier acheteur. J'achète 10 €, moi je suis malin, je vais me mettre juste au-dessus à 10,10 €. Alors rassurez-vous, maintenant il y a des robots qui vous repassent dessus automatiquement. Donc quand vous passez l'ordre, hop, il y a quelqu'un qui vous passe dessus. C'est pas quelqu'un, hein, c'est un robot qui repasse devant vous et qui réduit le spread, qui réduit le no man's land jusqu'à un moment donné où ça s'arrête, où ils sont plus d'accord. Et des fois, moi je me suis amusé à jouer à ça, fut un temps passé. Maintenant, voilà. Donc votre ordre limité, vous décidez du prix de 10,10 €, je suis acheteur, alors que le cours est à 11 et que le premier vendeur est à 12. Vous voulez pas acheter à 12, vous voulez acheter à 10 ou à 10,10.
Voilà. Donc ça, c'est un ordre limité. Vous pouvez vendre aussi en disant, bah, moi, je veux pas vendre à 10 euros, je veux vendre autour de 12, et vous vendez à 12. Donc au milieu, je dirais aux bornes du no man's land, si vous voulez. Vous pouvez aussi dire, bah, moi, j'attends que le cours dans une semaine, 2 semaines, il soit à un niveau de prix de X, et moi, je mets un ordre tout de suite à ce niveau-là. Ça m'arrive personnellement de mettre des ordres, je dirais, qui courent et qui vont aller chercher une borne, un niveau, quelque chose. Et puis bah, quand ça va toucher, bah, j'ai quelqu'un qui va m'acheter ma valeur. Je le fais sur des valeurs illiquides assez régulièrement. C'est là qu'intervient la deuxième notion dans les ordres, l'autre notion dans les ordres qui est la date de révocation. Puisque vous avez une quantité que vous mettez en vente ou à l'achat, vous avez un prix, mais vous avez aussi une date de péremption, si vous voulez. Vos tomates, elles seront pourries, entre guillemets. Donc à partir de ce moment-là, il faut mettre une date. Donc vous avez les révocations, fin de mois, etc. Je vous laisse creuser sur ça, mais évidemment, si vous dites révocation à ce soir, bah, le soir, votre ordre saute s'il n'a pas été exécuté. Donc ça, c'est un ordre de prix où vous décidez du prix que vous achetez ou que vous vendez. Donc évidemment, il faut se positionner dans le carnet d'ordre, et parfois vous voyez des zones d'agglutinement d'achat ou de vente, qui vous voyez, c'est ici qu'il y a de l'intérêt, c'est dans ce niveau de prix qu'il y a de l'intérêt sur l'action. Le dernier type d'ordre qui est très utilisé, c'est l'ordre à déclenchement, ou à seuil de déclenchement. Qu'est-ce que ça veut dire ? À vrai dire, c'est un ordre conditionné. Il est conditionné à l'atteinte d'un niveau de prix, et où ce niveau de prix, quand il est touché, je dis bien touché, c'est-à-dire que le prix affiché est touché, une opération se fait sur ce prix-là, vous déclenchez automatiquement l'ordre que vous avez caché derrière. Et cet ordre que vous avez caché, il est au marché. Il est à tout prix. Je vends immédiatement à tous ceux qui sont acheteurs le prix en dessous. Pareil à l'achat. Ça passe un niveau de prix, j'achète à tous ceux qui sont vendeurs, qui sont au-dessus, sans distinction, sans savoir vraiment le prix que vous allez payer. Et ça s'appelle les stop-loss. Et à vrai dire, le stop-loss, vous voyez des gens régulièrement qui disent « Ouais, je comprends pas, j'ai mis un stop à 3,42 € et finalement, on me l'a vendu, au marché, enfin, ils savent pas que c'est vendu au marché, on me l'a vendu 3,34 €. C'est de l'arnaque, c'est encore du complot, les financiers sont des voleurs. » Ben non, c'est que tu connais pas le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre qui avait positionné sur ta valeur, à vrai dire, c'est un carnet d'ordre qui disait très simplement « J'ai un achat à 3,42 €, toi, tu avais mis ton stop à 3,42 €, il y a quelqu'un qui a vendu à cette personne-là 3,42 €, bah, il était content, il a acheté, sauf que toi, tu avais dit au marché, si ça touche 3,42 €, tu passes à un ordre de vente. Et comme il y avait une quantité importante que tu as faite, peut-être de 500 unités, et que sur 3,42 €, bah, il n'y avait que 200 unités, tu te retrouves à aller vendre à tous ceux qui sont en dessous. C'est de l'arnaque. Ouais, parce que en plus, il y avait 2-3 couillons comme toi qui l'avaient fait. Et vous n'êtes pas à vendre à tout prix, à 3,42 €, toi tout seul tes 500 unités, mais vous êtes avec 2, 3, 4, 5 000 unités. Donc tous les stops sont connus. Et ils sont pas connus parce qu'on les voit, il n'y a pas de complot sur le sujet. Simplement, bah nous on sait où ils sont. On va prendre le cas, il y a pas longtemps, il y a eu la Française de l'énergie qui avait vraiment un seuil qui était vraiment très clair. Il y a quelqu'un qui a balancé un ordre, et ça c'est carrément de la manipulation de marché, hein. Il faut savoir que l'AMF surveille ça, mais elle peut pas tout surveiller, et il a déclenché un ordre de vente qui a enclenché vos stops, qui ensuite a été racheté par qui ? Bah, par la même personne. Il avait balancé un ordre de 1000 unités, et en dessous, il avait positionné des ordres limités sous vos stops. Et il récupérait vos ventes au marché en ayant posé des ordres limités avant. Et il joue comme ça. Et c'est comme ça que le titre a rebondi très fort, et lui, il avait ramassé la cagnotte que vous lui avez laissée. C'est pour ça que les stop-loss, quand on les connaît pas, quand on connaît pas le carnet d'ordre, moi je trouve ça absolument hallucinant, et je peux vous jurer que vous faites la fortune des traders qui connaissent ça par cœur. Donc dans le même esprit, si vous avez un niveau de prix atteint, je sais pas, 5,48 € et que ça tape dedans, puis à un moment donné ça casse, vous pouvez dire, moi je lance un ordre d'achat, au-delà à 5,49, je lance un ordre d'achat. Mais vous serez peut-être pas exécuté à 5,49 parce qu'il y aura peut-être pas assez de monde pour vous fournir à 5,49, ce sera 5,50, voire 5,55, etc. Et vous aurez créé un breakout et ça partira vers le haut. C'est une autre stratégie qui peut être faite. À vrai dire, avec ça, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Alors je sais qu'il existe d'autres types d'ordre, bah, c'est fait plus pour les professionnels, notamment les ordres à plage de déclenchement. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais il y a une autre borne et puis il y a une limite, c'est-à-dire que vous êtes acheteur mais pas hors de la limite, au-dessus, etc. Ça peut jouer, mais ne jouez pas à ça.
c'est pas intéressant. Conservez les 3 que je vous dis et concentrez-vous sur ça et uniquement sur ça. Alors maintenant vous connaissez, je dirais, les ordres à passer, vous connaissez comment est constitué le carnet d'ordre et comment il fonctionne. J'ai envie de vous dire maintenant, c'est très simple. Soit vous décidez de passer un ordre d'achat à un ordre limité à un prix déterminé, soit vous dites je suis dans l'empressement, je veux faire un ordre à tout prix. Selon le carnet d'ordre, si vous le visualisez bien, si vous percevez bien ce qu'il est, ceux qui ne savent pas, écoutez, il faut trouver avec les petites astuces que je vous ai données. Et puis, si vous avez une stratégie sur un break ou vous voulez un stop parce que vous avez toujours peur des variations, écoutez, tout simplement, vous connaissez comment faire. On va prendre le cas, si vous voulez, d'une action quelconque, et puis on va essayer de trouver une petite stratégie pour pouvoir trouver l'idée. Je dirais, voilà, c'est un exemple que je vous donne, et puis vous verrez comment vous adapterez à ça, mais ça peut être parfaitement applicable à plein de sociétés comme ça. On va prendre le cas de Memscap, parce que je trouve que le graphe est intéressant. D'ailleurs, vous voyez que ma petite stratégie que j'avais mis il y a quelques semaines sur le sujet, elle est exactement, il y a eu un pullback sur l'oblique, et on repart. À vrai dire, imaginez que vous êtes acheteur ici, et que ça monte. Vous pouvez parfaitement dire, moi je suis vendeur au niveau de l'oblique, mais vous travaillez, et vous voyez que ça se rapproche, et que vous avez peut-être raté, hop, j'agrandis. Vous avez peut-être raté le mouvement ici. Dire, voilà. Bon, écoute, moi, je voudrais essayer s'il y a encore un autre mouvement, essayer de positionner un prix. Et là, vous mettez un ordre limité. Vous dites, voilà, je suis un vendeur à 5,58 €. Et vous voyez s'il est exécuté dans la journée, en regardant sur votre téléphone, etc. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Alors, pour savoir s'il a bien été exécuté à 5,78, vous regardez simplement le plus haut du jour. Et le plus haut du jour, s'il est juste à 5,79, vous êtes sûr qu'il est passé. S'il est qu'à 5,78, ça a touché votre prix, mais il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui est vendu à votre place et vous n'avez pas vendu, c'est un autre qui a vendu, mais 5,79, vous êtes sûr que ça a fait, donc là c'est monté à 5,88 ce jour-là, vous êtes sûr d'avoir vendu à 5,78. Voilà pour la première petite stratégie sur un vendeur. Vous pouvez faire la même stratégie à l'achat en disant tiens, moi je suis acheteur sur ce niveau de prix de 5,18, ça c'est une super résistance, ça me plaît beaucoup, on va la tracer, tiens. Alors elle n'est pas à 5,18, elle est à 5,16 exactement, donc vous savez que ici, alors je sais pas tout à fait vrai, mais bon, on va dire que c'est la zone qui vous paraît être intéressante. Vous dites moi je suis acheteur, j'ai vendu ici, je veux racheter ici. Vous posez un ordre limité, par exemple si c'est 5,16, vous dites moi je suis acheteur à 5,18 et vous attendez l'exécution et vous regardez le plus bas du jour, le moment où c'est arrivé dessus. Si le plus bas du jour est passé en dessous, même ne serait-ce qu'un instant à 5,17, normalement vous êtes exécuté, tout va bien. Voilà pour les stratégies où, je dirais, pour les gens qui travaillent, vous pouvez faire, je dirais, comme ça, et moi ça me paraît assez intéressant comme stratégie à mettre en place. Le problème c'est, est-ce que ce niveau de prix est le bon? J'ai envie de vous dire, vous optimisez, au lieu d'acheter bêtement le matin à 5,26, écoutez, vous pourriez acheter à 5,18, ça dépend du carnet d'ordre, vous n'êtes pas toujours à disposition, avec la disponibilité du carnet d'ordre sous vos yeux. Donc voilà, ça c'est la première des stratégies. Alors évidemment, vous allez me dire, la deuxième c'est où est-ce que je mets mon stop? Moi je suis un anti-stop. Je suis un anti-stop pour ce que je vous ai expliqué. Pour moi, il vaut mieux regarder le mouvement de prix dans une journée et s'informer de qu'est-ce qui se passe sur le marché que d'être acheteur, vendeur du prix, surtout sur les small. Regardez ce niveau de prix là, cette petite variation. Franchement, celui qui s'est fait sortir parce qu'il avait vu une petite oblique, machin, ça dépend des unités de temps. Et sur les small, il faut pas prendre des unités de temps courtes parce que vous pouvez vous faire bouger à cause du carnet d'ordre. Et le carnet d'ordre va vous expliquer, vous allez comprendre, vous allez vous éduquer en regardant le carnet d'ordre, comment il fonctionne, pourquoi les stops, faut pas les mettre ici ou là. Voilà, donc vous pouvez parfaitement mettre un stop, mais c'est pas vraiment préconisé à mon goût. Vous savez, les stops ont été inventés pour une seule et bonne raison. C'est pour vous dire, t'as peur, j'ai une solution. Et puis surtout, je vais gagner plein d'argent. Parce que eux, à chaque fois, vous avez des stops qui se déclenchent, et vous en avez énormément, n'est-ce pas? Dites-le moi que vous en avez énormément, vous pouvez mettre dans les commentaires, moi je sais que vous en avez plein. Je peux vous certifier qu'à chaque fois il ramasse une commission. Et les stops, ça fait la fortune des brokers, mais ça ils vont pas vous le dire. Donc à partir de ce moment-là, faut vous vendre des stop-loss, alors qu'à vrai dire, il faut invalider un scénario, on soit bien d'accord, faut pas laisser les dossiers partir à la baisse, il faut avoir un moment une décision à prendre, mais sincèrement les stop-loss ça sert à rien, et c'est surtout sur les small, et là tous les petits particuliers se font bananer à longueur d'année, et ça fait les fortunes de ces gens-là. Une autre stratégie qui peut être intéressante, alors j'ai pas besoin de vous faire voir un graphique, c'est vous voyez une news hyper intéressante et vous dites moi je suis acheteur à l'open et là faut acheter à tout prix. Et vous allez être exécuté à l'équilibre de prix de l'ouverture de marché. Ça peut être une chose intéressante. À vrai dire, faut être sûr de vous, faut être sûr de ce que la news soit bonne. Et là, par contre, là, je peux pas vous aider, faut vous former. Mais à partir du moment où vous faites ça, vous allez acheter le bas de marché, ça part très vite, et là, vous aurez eu raison. Mais ça peut être aussi le haut de marché, et ça se fait renvoyer dans les 22. Ah, c'était une news qu'il fallait vendre.
Ça, c'est difficile. Mais il y a des gens qui sont très spécialisés là-dedans et qui font du très bon travail là-dessus. C'est pour ça que vous pouvez avoir un énorme afflux d'acheteurs à tout prix à l'ouverture à l'open, à l'ouverture des marchés, qui fait qu'on décale le prix et qui fait le trou de cotation. C'est-à-dire que le prix d'équilibre des vendeurs de tomates sur le marché, il est plus à 10 €, il est à 11 et vous avez un spread, un trou de 1 € dans la cotation, puis après hop, ça part. Voilà comment ça se passe concernant cela. J'ai envie de dire que l'achat à tout prix, c'est aussi dans l'idée où vous avez le carnet d'ordre sous les yeux et où vous achetez en disant « Ah, il y a celui-là qui vend, je prends immédiatement dans l'urgence ». Mais on va dire, dans l'urgence, vous pouvez tout simplement dire « Je passe un cours limité sur le prix que vous avez vu. Il y a un vendeur à 3,52 €, vous passez un ordre à 3,52 € de la quantité ». La deuxième chose qu'il faut faire attention, vous avez bien compris, c'est la quantité qui est proposée et en fonction de ça, vous regardez si vous faites un ATP ou pas. Pour résumer, finalement, l'ordre à tout prix, il est quasiment inexistant. Alors moi, je sais que je le fais beaucoup, mais je sais ce que je fais. Et je suis devant mes écrans. Pour les particuliers, c'est beaucoup plus compliqué, donc les ordres limités sont plus intéressants. La deuxième chose que peut faire un particulier, c'est sur un niveau de prix qui est en train d'être travaillé fortement, dire à la cassure, je suis acheteur, mais comme je suis pas présent, eh bien écoutez, très simplement, je vais être acheteur en disant, je passe un ordre à seuil de déclenchement, à déclenchement. Si tu passes le niveau de 5,53 €, eh bien je suis acheteur. À 5,54, je passe un ordre d'achat en sachant pertinemment que je vais être servi peut-être à 5,54, mais 55, 56, peut-être un peu plus haut. Ça, c'est ce que vous pouvez faire, sachant que le soir, il faut vérifier que vous n'avez pas été invalidé, que ça n'avait pas été renvoyé dans ces 22, ou vous avez fait une mauvaise estimation des choses. Voilà finalement la simple chose qu'il faut faire sur les ordres de bourse avec le carnet d'ordre. Et ça s'arrête là. Donc privilégiez vraiment les ordres limités. Parfois les ordres au marché sont intéressants sur vraiment une typologie particulière et surtout ayez l'œil sur le carnet d'ordre et faites très attention à ce fameux no man's land, à ce fameux spread, à cet écart, surtout sur les petites valeurs et encore plus quand vous êtes à l'étranger. Si vous ne voyez pas les carnets d'ordre, vous regardez les petites bougies, vous regardez sur les unités de temps courtes et vous regardez et vous détectez à peu près les prix qu'il y a. Vous aurez du mal effectivement à voir les quantités disponibles, donc il faut s'habituer un petit peu à la quantité qui est vendue à chaque fois dans les opérations sur les valeurs que vous voyez. Et si vous voyez que c'est régulièrement des centaines d'unités à chaque fois et que vous êtes acheteur de 50, j'ai envie de vous dire, tout va bien, vous serez servi à peu près au prix. Et passer des ordres d'achat, je dirais, limités sur le marché étranger, où vous voyez pas les carnets d'ordre, ça me paraît important, sur des niveaux de prix intelligemment vus sur le graphique. Il y a de grandes chances que vous soyez exécuté. Essayez de faire ça. Sur les valeurs les plus illiquides, faites très attention aussi au fait que vous soyez exécuté de manière partielle. Vous pouvez vous retrouver avec une seule action, que vous avez eu un coût pour l'acheter de 50 centimes, et elle vaut 3 €. Donc, je vous laisse voir le coût que ça a. Ça peut arriver, pim pam, et ça repart, et vous la revoyez pas. Donc attention à deux, trois choses, mais la première, c'est votre impatience. Attention à quel type de valeur vous achetez, et à partir de ce moment-là, vous avez une stratégie qui devrait être pas trop mauvaise, et qui devrait améliorer votre quotidien, et arrêter les petites pertes bêtes à cause de votre méconnaissance sur le carnet d'ordre et sur les ordres à passer en fonction. Voilà, j'espère que j'ai été complète. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires, si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose. Et puis surtout, mettez un pouce, mettez un like sur la vidéo, n'hésitez surtout pas et abonnez-vous de telle manière à ce que vous ayez aussi la notification des autres vidéos que je ferai sur de l'éducatif, sur d'autres sujets qui vont venir très rapidement, et notamment celui des brokers que je vais faire très rapidement. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie de la vidéo où j'espère que vous avez gagné en connaissance et que vous utiliserez un peu mieux vos carnets d'ordre et un petit peu mieux vos ordres à appliquer sur le marché. Et on va attaquer maintenant la macroéconomie de la semaine, et c'est tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti dès lundi avec les chiffres. Alors ce sera une semaine sur les logements, puisque c'est par séquence à vrai dire. Et la semaine actuelle, donc, c'est pour les logements et notamment les permis de construire qui sont stables. Donc ça c'est plutôt positif aux États-Unis. Mais on a une baisse des ventes de logements neufs qui est assez sensible maintenant. Donc voilà, ça ralentit, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir que dans la suite de ce que je vais vous faire voir, il y a des choses qui sont impressionnante aux États-Unis. On n'est pas du tout en crise, on n'y est toujours pas, et c'est juste un coup de mou sur les US. On a un chiffre qui va confirmer tout ça, ce qui est le conference board qui donne la confiance des consommateurs. Donc c'est vraiment la confiance dans l'économie. Et nous avons 99, 102, actuellement 102 au lieu de 80. Enfin voilà, et on avait prévu 101. Donc c'est mieux que prévu. Enfin voilà, donc il y a rien à dire sur le sujet. Tout va bien aux États-Unis, ça n'existe pas les choses qu'on peut vous raconter. Alors j'ai vu des gens là qui me disaient sur plusieurs réseaux sociaux d'ailleurs,
qu'ils étaient en train de parler de diverses choses, là, les guerres, les machins, c'est n'importe quoi, la bourse et tout. Mais écoutez, si vous voulez pas entendre ce qu'est la bourse, enfin, moi, je peux rien faire. La bourse, c'est pas le journal de France 2, quoi. C'est pas, c'est autre chose, quoi. Il faut arrêter avec ça. C'est les guéguerres continuelles israélo-palestiniennes. Ça fait, moi, j'ai 50 ans, ça fait 50 ans que j'en entends parler, donc c'est bon, quoi. À un moment donné, faut passer à autre chose. On vous vend du négativisme et vous plongez dedans. La bourse, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc barrez-vous, faites autre chose, m'écoutez plus si vous voulez. Mais moi, il est hors de question que je rentre dans l'idée du négativisme continuel sur tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses qui se passent dans le monde. J'ai mes avis politiques, j'ai mes pensées, mais elles sont à côté de la bourse. La bourse, c'est l'interprétation économique des choses. Point à la ligne. Il faut s'arrêter là-dessus. Voilà pour la petite minute. Je corrige et arrêtez de regarder les médias classiques, là, les mainstream comme on dit. C'est du n'importe quoi. Et à force de voir mon environnement et de lire et d'entendre ce que je vois et les réunions familiales, d'entendre ce que j'entends, ça me conforte dans ce que je pense. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec mercredi où on a le PIB américain. C'est ça que je voulais vous dire. Regardez-moi ce chiffre. 5,2%, trimestre 3. Prévu 4,9, 2,1 précédemment. Enfin bon, bref, c'est stratosphérique. Les États-Unis se réindustrialisent à coup de subventions et ça fonctionne à fond les manettes et ils en ont marre des Chinois et ils veulent maîtriser la production des matériels et des biens qu'ils ont besoin dans leur vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on voit les Américains construire plein de choses partout et à coup de subventions. Voilà, donc tout ça c'est dit, les Américains, faut pas les mettre à la poubelle, loin de là, ils sont pas bêtes, ils savent très bien ce que les Chinois sont en train de faire et ils sont en train de réagir violemment. Et voilà le résultat, il n'y a pas du tout de problématique aux États-Unis, si ce n'est peut-être une problématique d'inflation qu'on a connue, une problématique de taux d'intérêt pour financer tout ça, qui est connue aussi. Et voilà, mais sinon les US ne se laisseront pas faire et ils sont en train d'agir et ne croyez pas qu'ils n'agissent pas. Voilà pour cette petite parenthèse sur les US. On a l'inflation allemande qui passe, qui était prévue à moins 0,2, qui fait moins 0,4. Alors c'est du spot, hein, c'est sur novembre, hein, en prévision, hein, mais voilà. Alors je sais, c'est le pétrole et tout, mais vous allez voir que il y a des chiffres corps qui sont pareils, quoi. Donc à vrai dire, l'inflation c'est fini et je vais le redire dans très peu de temps. Allez, on enchaîne avec jeudi. On va remonter un petit peu. Voilà, jeudi. On a les Chinois qui nous ont sorti des chiffres qui sont alors c'est en dessous de 50, donc c'est pas bon, mais c'est juste en dessous de 50, donc voilà, c'est pas très grave. Donc les PMI, et je rappelle que c'est des indicateurs avancés, on interroge les directeurs d'achat des sociétés, on fait une synthèse, et ça donne ce chiffre-là, qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est moribond, on va dire, point barre. Allez la France qui est au cœur des actualités du matin de jeudi, et donc l'inflation, donc elle est aussi en négatif. Allez hop, c'est bon, Allemagne, France, négatif. On a le PIB qui bascule en négatif sur la France, comme l'Allemagne aussi. Donc voilà, ils nous embarquent avec eux, hein, faut le savoir. Et on a une activité, alors ça c'est du spot, hein, on soit d'accord, c'est un trimestre, mais sur un an, on est à 0,6%. Donc voilà, on n'aura jamais une France qui montera fort ni qui baisse. C'est le système français qui est comme ça, et les crises on les vivra moins, et les accélérations d'évolution économique on les suivra moins aussi, parce que c'est la France, c'est comme ça. On va enchaîner sur le chiffre de l'inflation européenne. Alors oui, hein, jeudi il y a eu beaucoup de chiffres, il y a eu beaucoup de choses. On était à 2,9, on prévoyait 2,7 et on fait 2,4. Et c'est aussi du côté de l'inflation corps, l'inflation structurelle, l'inflation qui est vraiment la plus importante. Et à vrai dire, voilà, ça y est, c'est fini. Hein. Je vous le dis, hein, terminé, on parle plus d'inflation. L'inflation c'est fini. Et les taux d'intérêt baissent parce que l'inflation se calme. Mais les taux d'intérêt ont d'autres choses qui les influencent. Mais en tout cas, du côté inflationniste, voilà, c'est fini. Ça c'est l'effondrement. C'est l'effondrement de l'inflation. Et on va vers de la déflation, hein, je vous le dis. Je vous le dis comme ça, mais moi j'en suis à peu près convaincu. On verra bien. Allez, on continue avec d'autres chiffres sur aussi. Alors le PCE, hein, c'est l'indice des prix, donc c'est une sorte d'inflation, on va dire, sur les consommateurs, sur la partie des ménages, et sur les États-Unis, et donc les États-Unis, où voilà, c'est stable. Mais ça, c'est stable assez bas, hein, finalement. Quand on y réfléchit bien, mais ça baisse. Voilà, 3,7, 3,5 sur l'année, donc on est toujours en train de baisser
sur les US par rapport à ça. Donc tous les indicateurs sont bien à la baisse sur l'inflation, voire même en train de se retourner fortement. On voit une autre stat sur les logements, c'est les promesses de vente de logements sur le mois d'octobre. Et là, on a une chute, hein. On était à plus 1 précédemment, on finit à moins 5, on avait prévu moins 2. Donc voilà, ça baisse. C'est pas non plus catastrophique, mais bon, c'est assez important, il faut faire attention. Et puis ce matin, j'enregistre en début d'après-midi, ce matin, vendredi 1er, on change de mois, on a les PMI français et européens qui sont mauvais, un peu moins mauvais que prévu, mais mauvais puisqu'on est en dessous de 50. Ils sont assez stables, on va dire. L'Allemagne, ça remonte un peu, mais ça reste mauvais. Donc voilà, je dirais que ce qu'il faut, c'est que les PMI remontent pour que le côté manufacturier reprenne du poil de la bête. Et puis cet après-midi, on verra, je verrai tout à l'heure si ça change, mais je vois pas pourquoi ce serait énorme. On a le PMI aussi manufacturier, c'est celui de l'ISM aux États-Unis, qui nous donnera aussi la tendance sur la partie industrielle pour le mois de novembre. Bon, ça devrait être assez stable, c'est moribond, mais c'est pas une catastrophe. 47, si on fait 47,5 ou 48, ça va, ça change rien à l'analyse. Et on aura beaucoup de discours de nos amis les banquiers centraux, puisque Christine Lagarde et Jérôme Powell font des discours dans la journée et cet après-midi. Donc voilà, faudra voir la réaction de marché par rapport à ça, comment ça réagit sur ces discours, mais bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose à entendre et à découvrir sur ces nouvelles interrogations que vont faire les journalistes auprès de nos banquiers centraux préférés. Voilà pour la macroéconomie. Donc ça continue, je dirais il n'y a pas grand chose, voilà, on suit, c'est un storytelling comme on dit, et il faut suivre au fur et à mesure, et puis à un moment donné, clac, il y a un truc qui va changer, qui va faire que ça va basculer, et c'est là qu'il faudra réagir, voilà, c'est comme ça qu'on apprend la macroéconomie. On va enchaîner si vous voulez bien avec la minute crypto, vous allez voir que au-delà du côté un petit peu décalé par rapport à la vidéo, l'ensemble de ce que l'on fait sur les actions, etc., ce qui est intéressant c'est aussi l'analyse technique, vous allez voir que techniquement, c'est quand même assez propre quoi. Allez, on va regarder ça tout de suite et on attaque directement sur le Bitcoin. Alors nous voilà sur le Bitcoin en hebdomadaire, donc à vrai dire ça monte, hein. De toute façon voilà, on avait le plan, il était là, il a été réussi, maintenant on laisse porter, on est haussier, ça ne veut pas faiblir, on va essayer de voir en journalier s'il y a quelque chose à faire pour essayer d'attraper quelque chose. Je vous ai trouvé une petite idée, donc je vais vous la faire voir tout de suite. Voilà, et donc sur le Bitcoin on a cette accélération lente maintenant, donc une cassure, une accélération lente, et je trouve qu'il y a une forme graphique intéressante avec une résistance ici, que on est en train de chatouiller au moment où j'enregistre, là en début d'après-midi, et on a une oblique ici qui doit tenir, je dirais que le scénario d'invalidation c'est en dessous ici, et pour moi le moment d'acheter c'est si ça casse ici, dans une unité de temps un peu supérieure à l'heure, je dirais en 4 heures, en H4 ou en daily. Faudrait clôturer une bougie au-dessus, assez propre, et je dirais que là, ce sera un signal d'achat intéressant pour ceux qui font de la crypto-monnaie. Je rappelle que tout ce que je dis ne sont pas des conseils, c'est juste un avis que je regarde comme ça, et sur les crypto-monnaies, on peut pas dire qu'on a été mauvais, puisque nous, on a été acheteurs sur ce niveau-là. Voilà, ici, 26 700, c'est quand même magnifique. Allez, on continue avec les cryptos, on va aller voir l'Ethereum qui, lui, techniquement, est magnifique. Allez, on se met en hebdomadaire, on voit que effectivement mon oblique, ma résistance à 2135, elle est toujours aussi intéressante. On va aller voir tout de suite j'agrandis vite fait, vous avez vu, c'est splendide, là ça bim 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 bim. Donc on sait où on va intervenir, je vais vous le répéter tout de suite. On va aller voir en hebdomadaire comment ça se présente. Pardon, en journalier, excusez-moi. Voilà, donc en journalier, je vous avais dit que ici, hop, je mets ça au centre. Ici, ça ressemblait à une tasse et qu'il nous fallait une anse. Eh ben, écoutez, la anse, on est en train de la faire. Pour ceux qui savent pas, vous tapouillez vite fait sur Google, vous verrez ce que c'est que cette figure chartiste très connue. L'idée, c'est ensuite d'aller latéraliser tranquillement et de casser. Et quand ça casse, c'est là qu'on intervient pour pouvoir aller valider. Et je vais vous mettre le point d'invalidation de ce plan si, ma foi, il se présentait à vous. C'est toujours pas sûr qu'il le fasse, mais ça a l'air de vouloir le faire. Voilà, donc si ça casse ici, vous invalidez en dessous cette oblique. Et je dirais dernier recours en dessous ce niveau-là de 2027. C'est à peu près ici qu'on invaliderait le scénario d'achat autour de 2150. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de pourcentage. Mais à vrai dire, sur les crypto-monnaies, il faut accepter ça parce que sinon, ça sert à rien de le faire. Mais c'est vraiment magnifique et ça fait une semaine qu'on le dit et parce qu'on était là la semaine dernière, on avait vu ça et vous avez vu, c'est en train de le faire. Le marché est en train de le faire. C'est pour ça que les cryptos c'est intéressant. C'est pour ça qu'elles sont vraiment éducatives parce qu'il y a vraiment des respects techniques vraiment très sympas. C'est propre, c'est souvent très propre. Tout le monde fait la même chose. C'est un marché assez mature au niveau trading à vrai dire. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous vous retrouvez avec des situations graphiques vraiment scolaires intéressantes. Donc intéressez-vous à la crypto-monnaie uniquement pour cette typologie de la bourse qui est le trading, les charts, les graphes, etc. Et ça, c'est très éducatif pour les gens qui commencent. Allez, on enchaîne sur les indices. On va voir
voir que c'est bullish, hein. Ça monte, c'est en train de casser tout, et ça retourne vers les sommets. Et on avait fait des petits plans, on va aller voir si ils sont respectés. Vous allez voir que c'est pas si mal que ça. Darwin X Zero est le programme d'allocation de capital sans risquer le vôtre. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez de Darwin X Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques semaines. Sans contrainte, ni objectif irréalisable, et quelle que soit votre méthode, l'essentiel est votre performance qui peut attirer jusqu'à 3 millions d'euros sur votre stratégie gagnante. Vous n'aurez aucun capital à apporter. J'ai bien dit aucun capital. Bien au contraire, c'est votre compte virtuel sur Darwin X Zero qui vous permettra de collecter 15% des bénéfices que vous réaliserez, tout comme dans un fonds d'investissement. Alors devenez votre propre gestionnaire de capital pour 38 euros par mois, c'est la solution idéale pour tous les traders qui veulent réussir sans risquer leur propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur vos frais d'inscription avec le lien qui s'affiche sur votre écran et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Voilà notre CAC préféré, le CAC 40, et on a une bougie évidemment qui est clôturée sur le mois de novembre qui est ici, j'agrandis, qui est magnifique. On a le mois de décembre qui vient d'attaquer aujourd'hui puisqu'on est le premier du mois. Allez, un peu aller là-haut, on va voir en hebdomadaire, mais ça peut continuer à monter, on verra bien ce que ça donne. Ça m'étonnerait que ça plonge en bas, mais bon, vous savez, la bourse, on est toujours étonné de l'improbable. Allez, j'enchaîne sur la partie hebdomadaire. Voilà, je rappelle le scénario qu'on avait fait, il est en train de se réaliser. Allez, j'espère, hein. On verra bien. Mais j'espère qu'il aille toucher là, comme ça, ce sera le scénario parfait de ce qu'on avait dit. Et pour l'instant, ça a l'air de vouloir le faire. Je vois pas pourquoi il irait pas, hein, qu'on soit clair. Mais bon, vous savez, comme je vous dis, donc la bourse, ça peut faire tout et n'importe quoi. Ça peut revenir retester ici à 7092 pour repartir, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va aller d'abord chercher ça pour ensuite travailler autre chose. On aura toutes les occasions du monde pour voir ce que ça nous propose. On va enchaîner tout de suite avec, si vous voulez bien, un autre indice qui est le DAX en Allemagne. Et donc en Allemagne, pareil, hein, les scénarios sont en train de péter les uns après les autres. On est en train de voir que le DAX, lui, alors il a aucune faiblesse. Il est en train de tout shotter de nouveau les plus hauts historiques. De mémoire, c'est les plus hauts historiques. Oui, tout à fait, c'est les plus hauts historiques. Donc on est en train, allez, à mon avis, on va les répéter encore une fois. Sur le DAX, je rappelle que la grande différence entre le CAC 40 et le DAX 40, il était DAX 30, maintenant c'est DAX 40, la différence entre les deux, c'est surtout le fait que l'un a les dividendes réinvestis quand l'autre ne l'a pas. C'est ce qui fait la différence des courbes parfois entre les deux indices phares du continent européen. Allez, on va aller voir vite fait un autre indice qui m'intéresse, c'est le CAC Small. Je vais vous faire voir un truc qui fait que je reste modéré sur les petites valeurs malgré tout ce que l'on pourrait dire. Le CAC Small, je vous l'ai mis à jour, voilà, on est en hebdomadaire, donc il y a un rebond, évidemment il y a un rebond, mais cette chute catastrophique, je vous le dis, je serais étonné de voir un rebond en V. Alors là, ça fait un V. Mais le V, ça veut dire revenir là directement, hein. Je suis pas convaincu. Donc, si on agrandit bien, je vous ai mis quand même une zone de résistance. Alors, elle n'a pas été refoulée violemment. Donc, ça peut travailler pour ensuite casser, c'est possible. Et on respecterait peut-être cette oblique ici que nous voyons là. Mais c'est pas sûr. Et ça ferait pas un rebond formidable puisqu'on a 10 600, on pourrait monter à 11 400. Bon, on verra bien. Pour l'instant, moi, je suis modéré sur les small européennes. Je reste modéré. On verra bien. C'était vraiment, fallait qu'il y ait un rebond technique. On l'a eu. On va voir si ça construit pour pouvoir rebondir plus proprement. Je suis pas hyper convaincu, hein. Je vous le dis tout de suite. Je pense que le point bas, il est pas encore atteint. C'est mon avis et Dieu sait que j'ai le droit d'avoir tort. D'ailleurs, j'espère avoir tort parce qu'on ne souhaite pas le malheur aux indices, on espère qu'ils montent tous, mais les small, voilà, ça fait des mois, je dirais même des années, que ça baisse, et ça va s'arrêter un jour, et je vous dis, on est plus près de la fin que du début, hein, qu'on soit très clair, hein. On devrait être assez proche de la fin, mais pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur de retournement de tendance globale sur les small. Je réagrandis pour vous faire voir le scénario, ce serait d'aller chercher les 8000, ce qui est vraiment plus bas. Mais c'est pas interdit de le faire, on verra bien. Et ça validerait un couloir long terme qui est légèrement haussier, mais très long terme. Allez, on enchaîne avec les indicateurs américains que l'on connaît. D'abord le Dow Jones. Et le Dow Jones, il est en train de péter sa résistance hebdomadaire qu'on avait mis. Elle n'était pas très costaud, hein, donc elle a pété, elle n'a même pas existé. Tout simplement, elle n'a pas existé. Donc ça c'est parti vers je sais pas quoi. Je ne suis pas convaincu que cet après-midi ça se retourne comme une crêpe, donc voilà, le Dow Jones il monte. On va aller voir vite fait le Nasdaq qui lui est un petit peu plus en difficulté. Voilà notre Nasdaq qui galère sur cette oblique qu'on avait tracée et qui a l'air d'être elle pertinente. Ça tapouille mais ça passe pas au-dessus, c'est en train de galérer. Alors ça peut continuer à monter tranquillement, mais on voit qu'elle a de la pertinence, on verra bien dans le futur. Je dirais que tant qu'on tient pour l'instant les 15 830, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Maintenant on va voir la clôture de fin de semaine, comment ça va se passer pour le Nasdaq, de telle manière à tirer
des conclusions sur l'évolution en ce début du mois de décembre, de telle manière à ce qu'on puisse peut-être avoir un petit retour, je sais pas trop où, et qui nous permettrait de 1 de respirer, 2 de s'alléger, 3 d'attendre des nouvelles opportunités pour nos valeurs. Pour l'instant, il n'y a pas un indicateur qui nous fait dire de vendre ou d'alléger, donc on vend pas. Mais le Nasdaq commence à tout sauter un petit peu. Alors, attendez, ça fait 4-5 semaines qu'il monte, donc c'est normal qu'il respire un petit peu. C'est pas parce qu'il est très haussier qu'il est toujours en train de monter. Vous le voyez dans le graphe, il y a des bougies rouges aussi. Il y en a un peu moins que de bougies vertes, évidemment. Voilà pour les indices, on en a terminé. Je vous remercie d'assister à cette partie-là qui est quand même assez importante. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui la suivent. Et on va enchaîner avec la partie qui vous concerne, qui vous intéresse, avec vos valeurs, celles que vous m'avez données, celles qu'on étudie. Et je vais me faire un plaisir d'étudier toutes celles que vous m'avez proposées cette semaine dans la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à mettre ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce que vous avez vu précédemment, et de me dire ce que je peux faire évoluer, de ce que j'ai oublié, de ce que j'ai manqué, de ce que j'ai fait comme erreur de propos, et vous pourrez ensuite me proposer les valeurs qui vous intéressent, dont vous voulez que je fasse l'étude fondamentale et technique, de telle manière à ce que vous ayez un avis sur la chose, et c'est en aucun cas des conseils, mais j'arrête pas de le dire, et je le répéterai encore plusieurs fois dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on fait le disclaimer, la biblio de Ricardo, comment l'utiliser, et on attaque les actions que vous avez demandées cette semaine. C'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà, et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai, c'est BNP, par exemple, une banque française, et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois il y a un tiret qui peut vous embêter et qui fait que moi j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé. Et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine, et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Voilà, puis je rappelle que je ne fais pas de valeur américaine, on verra ça pour l'année prochaine, j'en suis pas convaincu qu'on le fasse, puisqu'il faut être assez cohérent par rapport à l'environnement que je vous propose. Allez, on va attaquer par la première valeur que Romain m'a proposée, qui s'appelle Osmosis, et qui est française. Alors Osmosis, on est en mensuel, on voit qu'elle a été introduite en 2017, Bon voilà, l'introduction, je me casse la figure, je gigote, je suis toujours en dessous, et on a été revenir chercher ce point haut du graphe ici, ça s'appelle la Green Line Breakout, et j'ai envie de vous dire que tant qu'on n'est pas au-dessus, faut rester très vigilant. Je t'ai mis aussi, si tu veux bien Romain, alors c'est pas très bien tracé, parce que c'est pas tout à fait le bon contact, mais ici une oblique. Tu verras bien, mais j'ai envie de dire, tant que t'es au-dessus, ça remonte bien. Franchement, c'est une boîte sympa. Hein. Je vais aller voir un peu vite fait les fondas, mais je sais ce qu'ils font. Ouais. Pour moi, c'est une niche, à vrai dire, et c'est ce qui fait que c'est pas extraordinaire. On va aller voir vite fait les fondas et basculer sur le graphe hebdomadaire. Oui, bon, bref. C'est bien ce qu'ils font, c'est sympa. Mettre du wifi dans les campings, c'est sympa. Il y a des gens qui achètent ça. Bon, c'est très bien. Je suis pas convaincu que le business model soit révolutionnaire en soi-même. Ils sont intelligents, ils font bien leur métier. Bravo. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Bon, en plus de ça, c'est vraiment hyper liquide. On va pas revenir sur la première partie de la vidéo, mais je vais te faire voir en journalier ce que ça donne et tu vas comprendre pourquoi faut faire hyper gaffe à des valeurs comme ça. Regarde, ça c'est en journalier. Tu vois des jours où il y a juste eu un acte, une opération. Et je te le dis, hein, ça ils ont des contrats avec des sociétés qui font de la liquidité, donc c'est des contrats assez faibles là parce qu'ils en font pas beaucoup. Ici, il y a eu
un échange d'une valeur, d'une action le 6 novembre. Le 13 novembre, il y en a eu 11. Là, il y en a eu énorme, il y en a eu 50. Et quand tu vois une bougie comme ça, c'est pas pour ça qu'il y en a beaucoup plus, hein. Tiens, on va regarder celle-ci. Ah, elle a pété un score, elle a fait 183 valeurs d'échanger, quoi. C'est catastrophique. Donc voilà, je pense que t'as compris. Faites attention à ces valeurs-là. Voilà pour Osmosis Romain. On va enchaîner avec Thibaut qui m'a parlé de Boa Concept et effectivement c'est intéressant d'en parler. Alors c'est intéressant d'en parler parce que j'étais très fan du dossier et puis il y a eu des chiffres sont tombés et ça a provoqué ça. Donc pour moi le dossier entre guillemets il est mort. Alors ok aujourd'hui ça rebondit hein, mais c'est aussi une valeur très illiquide. Tu vois hein, j'ai tout mis en rouge mais à vrai dire c'était vert ça. Tout ça c'était vert et puis là il y avait la petite résistance et j'espérais que ça casse et que ça aille vers le haut mais bon voilà la news est tombée badaboum et bah merci bonne journée au revoir. Analyse technique ça permet de valider une news qu'on comprend pas et si tu comprends pas mais que tu vois que ça part vers le bas c'est qu'il y a des gens qui ont compris qu'il fallait que ça parte vers le bas. C'est le cas avec Boa. Merci, bonne journée, au revoir. On verra ça plus tard. J'aime bien la société, j'adore ce qu'ils font mais faut sortir du développement, faut vendre hein. Faut vendre et ils vendent mais ça reste embryonnaire, c'est des toutes petites boîtes. Donc voilà, ça a donné beaucoup d'intérêt au début du j'ai envie de dire je crois que j'ai acheté hein, j'avais tweeté ici autour de quand ça avait cassé le niveau d'ici d'introduction et j'ai bien fait hein, puisque regarde bien derrière 20 autour de 20 et on est monté à 35. Donc c'est quand même pas mal. Mais bon voilà, c'est fini, merci, bonne journée puis on verra bien où ça va. Et s'il y a des news intéressantes, eh ben on les verra apparaître sur les graphes. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien avec Jérémy qui m'a demandé AMG, c'est lui qui m'avait dégoté la semaine dernière Fontaine Pajot. Bon, AMG, elle rentrera pas dans les pépites, mon petit Jérémy, hein, rassure-toi, mais on va essayer d'analyser ça rapidement. Alors voilà AMG sur longue période avec des bougies mensuelles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un superbe support qui a été testé parfaitement. Ici, on le voit ici, et ça a tapé là. C'était à 16,90€, on est remonté à 22. Et ça vient d'arriver, et je trouve qu'il est assez pertinent par rapport à ce que je vois sur l'entreprise. Je suis en train de voir un truc, je vais vous tracer une autre oblique tout de suite. Voilà, c'est pas très propre à ce niveau-là, donc je la laisse comme ça, mais globalement, ça peut être sympa. Mais il y a surtout celle-ci qui est intéressante, qui a bien travaillé, et on a voulu y aller, puis on n'y est pas allé vraiment. Donc voilà, en mensuel, je trouve que c'est assez intéressant comme dossier au niveau graphique. On va aller voir vite fait le fondamental, ce que j'en pense. Bon, j'en ai profité pour basculer sur le graphe hebdomadaire. C'est le type de dossier que j'aime pas fondamentalement. Bon, ça, ce qui s'est passé ici, c'est tout à fait justifié vu les chiffres. Je suis pas convaincu que ça remonte avant longtemps. En tout cas, c'est un dossier quand on se met sur longue période, on va agrandir un peu. Quand on se met sur longue période, il y a des moments haussiers, des moments baissiers. C'est très erratique. C'est pas, voilà, je suis pas plus convaincu que ça sur ce dossier-là. Je suis désolé de le dire ça comme ça. On verra bien. Regarde bien. Tu vois, ici, là, cette partie-là, ça a duré de 2011 à 2015. Pendant 4 ans, ça a rien foutu. Et puis après, ça a accéléré. Donc, faut être patient. Faut voir. Ça peut repartir très vite, hein, comme ça peut se casser la figure. Mais ça, c'était 2020. Donc, la remontée, c'est 2020, quoi. D'accord? Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas bête de s'y intéresser par là. Mais c'est une valeur que j'aime pas parce qu'elle est cyclique, quoi. Hein, tu vois bien, la cyclicité, elle est erratique, ça monte, ça baisse, etc. C'est super pour les traders, par contre. C'est génial pour eux. Mais le mode investisseur, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que ça m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse pas à ça parce que j'ai une partie investissement dans mon portefeuille qui fait que je vais pas m'intéresser à cette typologie d'entreprise. Mais voilà, je sais que c'est un bon groupe, ça fait des choses très très intéressantes. En gros, ça fait des matériaux de pointe, on va dire, pour être simple, avec des technologies très très poussées. Bon, voilà, super. Bon, apparemment, ça travaille beaucoup avec l'aéronautique. Bon, voilà, si tu penses que les avions voleront de plus en plus dans ce bas monde dans le futur, bah écoute, achète AMG, c'est un fournisseur de pelles, comme on dit. Bon, visiblement, il a pris une claque. Franchement, hein, je te le dis, hein, c'est une société qui est vraiment erratique. Hein. Je gagne plein de sous, j'en perds, j'en regagne plein. Voilà, sur longue période, c'est pas trop mal, mais bon, t'as vu le graphe, hein, c'est pas formidable. C'est plutôt là qu'il faut s'intéresser, effectivement. Voilà pour AMG, mais je suis pas fan. Enfin, pas fan moi perso, et je rappelle que ce ne sont que mes avis, ce ne sont pas des conseils, vous en faites ce que vous voulez. Philippe m'a parlé d'une société qui a fait la une des journaux il y a quelques années. Elle s'appelle Solution 30 et on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Alors pourquoi Solution 30 c'est génial, c'est tout ça. Alors à vrai dire c'est une mise à jour, hein, parce qu'on avait déjà fait des choses, on va aller voir ce que ça donne, mais
voyez, hein, c'était autour de même pas 1 euro, c'est monté jusqu'à 19,20. Et là, c'était la folie, tout le monde achetait du solution 30. Et puis elle s'est fait casser par les hedge funds qui ont annoncé des choses fausses. Et puis voilà, enfin bon bref, donc catastrophe, on se retrouve à 20 et on a des gens qui sont toujours dedans à 1,60 € et remonter à 2. Et on voit bien que mensuellement, rien n'est fait, rien n'est gagné. On va aller voir un peu plus près en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis, donc ça s'est passé par ici, on avait parlé de ça, donc au-dessus ça casse et j'étais positif, hein, et effectivement ça... Et puis bah non. Voilà, donc j'ai envie de te dire, ça a été invalidé, mais tu vois, le point était vraiment bien respecté, hein, parce que on casse, on vient dessus, tiens j'agrandis, hop là, tu vois, on casse, on revient dessus, on rebondit, mais ça fait, tu vois, ça t'est refusé 3 fois là. Autour de 3,25, une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, ouais, faut écouter le marché, hein. Il te dit non, je veux pas aller plus haut, hein. Et banaboum, on est reparti, et on refait un plus bas. On était à 1,50 ici, 1,58, et ici on a fait 1,47. Donc t'as un rebond, pour moi c'est technique. On va enlever ça, ça ne sert plus à rien. Et donc le rebond technique que tu vois ici, bah il va frotter là, hein, je pense. Il va frotter là, il y a rien sur solution 30. On va regarder vite fait quand même les fondas. S'il y a quelque chose de nouveau, à vrai dire, je te cache pas, hein, je la surveille, mais je peux la surveiller pendant des années. Ouais, à garder dans une shortlist, et peut-être dans 1 an, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, peut-être que ça repartira. Moi je pense que c'est pas un si mauvais dossier que ça. Je pense que c'est pas un si mauvais dossier que ça, mais voilà, il s'est fait défoncer et les gros, ils ont quitté, ils ont peur et ils ont peur. Donc il faut prendre acte de ça. Je te rappelle quand même, hein, je vais faire juste un fait de bourse. Ici, je sais plus quelle news c'était, on était à 10,40 € le matin, le soir, et le lendemain matin, on a ouvert à 2,46 €. Donc je te laisse voir. C'était une catastrophe. Alors ça rebondit très fort, mais tu vois, ça repart à la baisse. On sent que voilà, c'est pas prêt. Donc faut laisser construire, faut laisser faire. On verra bien dans le futur ce qui se passe. On a tout le temps du monde de voir ce qui va se passer sur Solution 30. On va aller enchaîner si vous voulez bien. Et merci Philippe. On va enchaîner si vous voulez bien avec Pierre qui m'a proposé une valeur étrangère qui s'appelle TGS. Allez, on part dans le nord de l'Europe. Alors TGS sur longue période, ça c'est plutôt une bonne boîte, hein, c'est plutôt intéressant. Ils font en gros de l'étude sismique pour être simple. Et donc ils sont dans le pétrole comme beaucoup de valeurs norvégiennes. Hein. Le Norvège c'est d'abord l'exploitation de la mer du Nord, hein, qu'on soit très clair. Et à vrai dire, on est un peu au milieu de rien au niveau mensuel et c'est un niveau qu'on voit que ça travaille un petit peu. On ira voir en hebdomadaire. Donc si tu veux. Moi, c'est pas une société qui m'intéresse. Si tu trouves que l'étude sismique, c'est l'avenir du monde, c'est bien. C'est une société, elle est quelconque pour moi. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas pourquoi aller en Norvège chercher une valeur dans l'étude sismique, sauf si c'était un truc hyper important pour fabriquer les futurs iPhones. Alors, tu vois bien que j'exagère, mais tu comprends le sens de ce que je veux te dire. Quel est le sens de ce truc-là ? Ils vont faire des recherches, ils vont continuer à faire des recherches. Le pétrole mourra pas. Pour moi, je financerai pas cette industrie, mais voilà, je vois pas d'intérêt fondamental. Allez, alors j'agrandis un petit peu. On va aller voir en hebdomadaire, c'est un peu plus clair sur le sujet. Voilà, donc regarde bien, toi, t'as une cassure là, et puis ça a rebouché le gap là après, mais toi, ça repart vers le bas. Donc on sent que bon, voilà, la société, elle est pas plus intéressante que ça. Je t'ai mis des trucs intéressants, par contre, au niveau graphique. Au niveau graphique, on est effectivement sur une zone de friction, ouais, on voit que ça bosse, hein, y a pas de souci. C'est cet oblique-là qui est en train de la faire travailler. J'ai envie de te dire, si ça casse, hein, ouf là, on s'en va, on se sauve. Par contre, si tu remontes, tu auras une opposition ici, puisqu'on a travaillé plusieurs fois ce niveau-là. Ici. Attends, là, bon, bref. T'as compris. Ça travaille pas mal de fois, donc revenir à 160, voilà. Est-ce que tu dois prendre des risques pour aller de 140 à peu près à 160, j'agrandis, hop. Bon, c'est toi qui vois, ça s'appelle du trading, trader sur des valeurs éloignées, faire des graphiques rouge et vert à l'autre bout de l'Europe parce que ça fait joli, ça fait sympa avec des frais un peu plus importants. Bon, je sais pas si c'est important, si c'est intéressant, c'est pas fait pour ça. Je te fais comme bougie avec beaucoup de volume ici, ça monte là très fort et ça se fait renvoyer. Donc je pense qu'il y a quand même de l'opposition à ce que ça monte. Ça me plaît pas trop. Fondamentalement, je vois pas d'intérêt. Et c'est pas une mauvaise boîte, hein, qu'on soit clair. Hein. Moi, je critique pas les salariés du travail qu'ils font. Hein. Je dis juste que je vois pas d'intérêt boursier. Et par contre, si ça repart et que tu as raison, et puis que tu gardes, et puis que ça casse, ça monte, ça pourrait respecter ce couloir. Regarde, je te l'ai tracé ici avec donc t'as ça en vert, et au-dessus, ce serait ce couloir en pointillé
où il y a 2 points de contact, donc 2 points de contact en pointillé, et ça pourrait remonter ici, ça pourrait te faire un mauvais coup du style je vais casser la grosse résistance ici, et boum, je me fais renvoyer, et ça voudrait dire que c'est ici qu'il faut vendre. Bon bref, tu vois bien, je suis pas très fan sur le sujet. Voilà, j'en ai fini avec vos valeurs, il y en avait un petit peu moins que d'habitude, n'hésitez surtout pas à mettre des valeurs supplémentaires, de nouvelles valeurs à étudier ou à revoir dans la vidéo, dans les commentaires pour que je puisse les traiter la prochaine fois. On arrive en fin d'année. Vous allez voir qu'il y aura des vidéos très intéressantes. Ce sont les best-sellers de la chaîne et on va se faire un plaisir de faire les mises à jour que vous connaissez sur l'indice MDR, et puis on enchaînera aussi et on fera certainement peut-être la dernière vidéo d'année sur l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo. On fera un point annuel sur 2023. Mais pour l'instant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur cette semaine concernant nos pépites. Et il y a eu des choses, encore une fois, très intéressantes. On regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti pour l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo. Et on fait un petit point mensuel sur les pépites pour voir que le grand vainqueur du mois de novembre, ça a été Alphen avec 49% de progression après une chute phénoménale sur l'année, puisque sur un an, on est encore à moins 50%. C'est un truc de fou sur Alphen, ce qui s'est passé. Ça travaille bien, Alphen, ça travaille assez haut. Alors je reste méfiant, mais pour ceux qui en ont profité, eh bien tant mieux. On a aussi XFAB, on a un peu oublié XFAB, mais bon, elle a remonté très fort. XFAB, il se trouve que moi personnellement je suis dedans, donc voilà, je suis content. Je laisse le trend de se faire et je gagne tous les jours en ce moment. Et c'est très bien. On a eu un rebond aussi carré sur lequel je reste toujours aussi sceptique, mais voilà, comme il y a un rebond des semi-conducteurs général, un rebond général des semi-conducteurs, et ben écoutez, ça va en profiter. Vous voyez, 2 valeurs semi-conducteurs qui ont fait plus 23 sur un mois, c'est quand même intéressant. Et puis VOV qui gigote, qui monte, qui baisse, c'est assez impressionnant. Mais moi je reste assez convaincu que VOV, il faut la surveiller, il faut la regarder, ça reste une pépite et elle restera dans l'indice. Voilà, SFC Energy, alors ça par contre on va basculer. On va pas faire toutes les valeurs, mais SFC Energy que j'ai donné sur Twitter et qui est parti pleine balle cette semaine, vous voyez, plus 14% cette semaine, donc la performance du mois s'est faite sur la dernière semaine et c'est toujours haussier aujourd'hui, donc voilà, moi je suis content, je suis dedans. En ce moment, j'ai pas mal de chance, je suis content, ou j'ai peut-être une bonne méthode, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Ensuite, on a la Française d'énergie qu'on a profité aussi, j'avais partagé ça sur les réseaux, et puis je rappelle aussi qu'il y a Flatex qui voilà, franchement, je les ai toutes données, quoi. Donc non, il y a une que j'ai raté de vous dire, c'était XFAB, alors que Alphen, bon, c'était pas possible de vous la donner, puisque c'est du rachat de short, c'était pas possible de vous le donner. Et puis on a un petit rebond de Relatech aussi, là, qui est en train de se confirmer même aujourd'hui. Relatech qui a du mal à tenir, mais bon, qui reste pour moi une belle valeur à conserver. Et puis dans les gadins, correction importante de Northern Data quand même, et de Kempower qui a fait, qui a yoyoté, mais ça reste des valeurs qui sont haussières sur l'année. On verra bien dans le futur. On a eu un petit rebond de Northern Data cette semaine, ça gigote beaucoup tout ça. Et puis si on peut continuer sur les petits gadins de la semaine, on a MIPS, mais MIPS c'est toujours baissière, mais je reste convaincu que ça reste un superbe dossier. Et on a DOF qui vient de faire un décrochage graphique, donc moi je reste super convaincu du dossier, qu'on soit clair, mais ça peut peut-être aller chercher un point bas. On verra bien le moment où ça voudra s'arrêter, mais c'est vrai que DOF ça décroche pas mal. On va peut-être avoir un point d'entrée long terme sur le titre dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà pour la situation de l'ensemble des valeurs. On fera un point en fin d'année, comme je vous disais, sur les pépites. On fera un truc complet sur les valeurs que je préfère et on fera des arbitrages pour l'année 2024. C'est bientôt. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne, surtout pour ne pas rater ces vidéos de fin d'année qui seront très enrichissantes pour vous. Et puis on va faire aussi, comme j'ai pris l'habitude depuis 2-3 semaines, ça marche à chaque fois, donc on va espérer que ça marche aussi. On va faire un petit plan de trading sur une valeur. Alors j'ai hésité entre deux dossiers, un qui est baissier et qui est un peu dangereux, donc j'ai préféré faire un dossier haussier. On en a déjà parlé, mais il y a un nouveau plan de trading qui se met en place et qui me paraît très intéressant, et c'est sur la société Flatex de Giro de nouveau. Allez, c'est parti. Donc on refait le point sur la partie hebdomadaire de Flatex. À vrai dire, alors on est toujours en bas, en train de travailler. Moi je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose de sympa. Et si vous voulez, on avait vu un plan qu'on verra en journalier ici, à la cassure des 10, on va dire. Et on est à 10,80, on a plus 8 sur 3 semaines. Ça monte pas très vite, mais ça monte et ça ne renie pas sa hausse. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. De nouveau sur De Giro, peut-être pour faire un nouveau plan. Alors qu'on a touché
une résistance ici. Je rappelle quand même que les résistances c'est fait pour être cassé, hein, donc ça peut parfaitement péter, et je pense que ça peut le faire, et pour aller chercher celle-ci qui est beaucoup plus intéressante à 11,68. Regardez bien où elle se situe ici, elle est vraiment très pertinente, et je vois pas pourquoi on n'irait pas, elle est aussi pertinente ici, sur 2020, vous voyez, donc on remonte bien, et je dirais que ce trend dossier, il est pertinent. Alors ça frottille, ça frotte, mais ça tape dedans, ça veut aller plus haut, ça a cassé ce niveau-là aussi, bon, sans trop d'opposition. J'ai envie de vous dire, vu le marché actuel, ça peut aller chercher plus haut, vers les 11,66, on verra bien si c'est fait. On va aller voir en daily si vous voulez bien, pour être plus précis sur le sujet pour les court-termistes. Voilà ce que je pense de ce graphe. Donc on retrouve notre résistance ici, hein, qui a été refusée une fois ici, mais finalement le refus n'a pas envoyé le dossier à la cave en retournement. Je rappelle qu'on était acheteur ici, hein. Donc ça a bien accéléré. Et ça ne rebaisse pas. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus bas. On est dans un trend haussier, et pourquoi pas continuer à monter et faire une accélération vers le haut en cassant cette petite oblique ici. Et je vous avais l'invalidation qui est par contre elle très claire, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est très claire, c'est juste en dessous, au niveau de ce que je vous dis, je dirais en dessous le niveau là. Là, il faudra dire que c'est terminé, merci, bonne journée, au revoir, et on perdra ceux qui rentrent là, il faut pas le faire, faut être acheteur sur le niveau ici, ou à la cassure ici. Voilà pour, j'agrandis, donc ici ou ici. Donc voilà, je vous laisse profiter de ce petit plan. Alors à vrai dire, c'est très simple, mais les plans aujourd'hui que j'ai fait, pour l'instant, il n'y en a pas un qui a raté. On verra bien si ça arrivera, hein, rassurez-vous. Mais pour l'instant, ils me fonctionnent tous. Voilà, ça vous permet d'apprendre un petit peu. Au-delà de le faire, c'est aussi de regarder comment ça se passe et les conséquences que ça a derrière. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie d'y avoir prêté beaucoup d'attention. Et je vous ai de plus en plus nombreux à la regarder. Et je vous souhaite un bon week-end, des bonnes vidéos. Je vous en ai mis quelques-unes ici pour passer votre week-end, ceux qui restent au chaud. Et profitez bien, prenez bien la bourse, continuez à liker toutes ces vidéos. Je vous remercie tous par avance. Allez, salut, à ciao!